Tu parles même de quoi? Je pèse. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Les titres, les principaux de cette édition. Miboman, un quartier de la ville de Yaoundé, devient-il le Far West camerounais? Une jeune fille, le énième cas du genre, vient d'être agressée dans cette localité où des populations revendiquent à corps et à cri l'aménagement d'un poste de police. À Tchang, dans la région de l'Est Cameroun, les élèves du lycée bilingue sont en colère. Les infortunés ont séché les cours pour revendiquer la tête du surveillant général de cet établissement scolaire accusé d'être à l'origine de la mort de leurs camarades tombés sur le terrain de la consigne il y a quelques jours. Promotion du genre entre concept et pratique au Cameroun, y a-t-il un écart? Qu'est-ce qui coince? Une militante de l'approche genre est notre invitée dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de nous retrouver sur le 20h. Des ossements humains découverts à Niala, c'est un quartier de la ville de Douala. Certains organes manqueraient dans les restes, constatent ainsi des enquêteurs. Il s'agit des restes d'une femme décédée depuis 1997, des restes qui n'ont jusqu'ici bénéficié d'aucune sépulture digne de ce nom. Des détails avec Danny Warren Zede et Serge Alain Otto. Par la case départ pour la dépouille de Madame X. C'est au fond de ce puisard que les forces de l'ordre ont cru bon de la retourner. De ma grande soeur, ma frère grande soeur, ma cousine. Elle est morte, elle est décédée depuis le 1997. Donc, il y avait la tombe là. Au moment qu'elle voulait vendre le terrain, on n'était pas d'accord. Vous avez fait comment avec la tombe si c'est comment? Je sais pas, il sait qu'il y avait la tombe de mamie. J'ai demandé à ma tante que tu as fait comment? Elle m'a arrêté par la main, m'a amené derrière. Elle me dit que les faits, il a fait comment? Après un bref séjour dans cette rigole où l'on peut encore apercevoir ses restes constitués de marques et de sa tenue de mort, la question qui se pose est qui l'a donc conduite jusqu'à cette demeure? Le fils de la maman là, non, puisque les travailleurs ont dit que c'est lui-même qui a pris le chantier de la fouille. Oui, de la fosse. Donc quand il a creusé tout ça, il est parti verser dans une rigole ici là à côté, dans une descente là. Bon, c'est les voisines alors. Il y a un petit, il est trop nuisible ici au quartier, il a pris ça avec le bâton. Les abotochiques, il poursuivait les enfants avec, on fuyait. Dame X, décédée il y a 16 ans, fait aujourd'hui les fêtes de la vente de cette parcelle. Le malheur pour elle est que sa sépulture se retrouve dans le lotissement vendu. J'ai eu à acheter le terrain avec mon frère. Et les gens de la maison nous ont montré les bornes, voilà les bornes. Et nous étions en train de faire notre fosse. En faisant dans la fosse, on constate qu'il y a les os des personnes. La macabre découverte d'il y a quelques jours pose donc aujourd'hui le problème du suivi des enfants ayant manipulé le reste du macabé. Nous, on a même peur. Surtout les enfants qui ont joué avec le crâne. Il faut pratiquer un rythme maintenant sur eux. Un traitement approprié pour avoir tué ces ossements-là. Une inquiétude qui gagne les populations, pas habituées à cette cohabitation forcée. Bon, j'ai essayé d'appeler la police encore. Ils ont dit qu'ils attendent que les eaux atteignent 208, que ça n'atteint pas encore 208. Bon, nous, on se plaint alors au quartier que la santé, nous, on n'est pas en santé à cause de ça. En attendant que le puzzle soit complet, qu'est-ce qui nous dit que les autres, à la recherche du moindre détail d'un squelette, ne passeront pas par là?
Nous restons dans ce quartier de la ville de Douala où le danger est permanent, des câbles haute tension dans l'air de Niala. Dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 3e cohabitent dangereusement fils électriques et maisons d'habitation. Le risque est tout de même connu des riverains John Impec et Serge Alain Outou. L'on connaît Niala avec sa voie ferrée et ses habitations à proximité. Un danger perpétuel. Voilà que comme une épée de Damoclès, des lignes de haute tension planent au-dessus des têtes des populations ici. Les risques, on les connaît. Il y a des risques de genre un câble peut se déconnecter et rentrer en contact avec la toiture, avec la chaleur, se chauffer et créer un incendie. Pourquoi donc continuer à résider ici? On évoque malheureusement la crise du logement. Comme on dit, qu'on va faire comment? C'est dommage, c'est vrai. Comme on a des problèmes de logement, on se retrouve coincé. Nous sommes obligés de rester parce que par quand tu cherches même la maison à location, tu ne vois pas. La haute tension HDB 90 kV et plus présente des risques mortels pour les populations qui tentent de bâtir des habitations 15 mètres de part et d'autre des pylônes. Les gens ne devaient pas se construire sous la haute tension parce que non seulement en cas de rupture d'un câble, tout le monde meurt et toutes les maisons du voisinage seront calcinées. En dehors de ça, il y a le fait qu'il y a le magnétisme autour des conducteurs haute tension. Les effets secondaires, eux, continuent de faire leur lit dans les organismes des populations. Ces magnétismes font en sorte que les habitants de ces zones-là ont très souvent des violents maux de tête dus justement à ce magnétisme qui oriente d'une manière négative les neurones au niveau du cerveau. Il y a aussi le risque pour les enfants qui ne réussiraient pas à étudier correctement sous ces hautes tensions parce que le cerveau ne répondra plus correctement. Niala, une autre zone à risque de Douala, la sonnette d'alarme est tirée. Un mort de plus cet après-midi, la scène se déroule au lieu-dit douche municipale dans la ville de Douala. Un jeune homme a eu le crâne et les membres brisés en tombant du 8e étage d'un immeuble de 9 niveaux en construction, immeuble dans lequel il travaillait comme charpentier. D'après les témoignages, Alain Blaise Ngassa n'avait ni casque, ni bottes et surtout n'était raccordé à aucun support en guise de mesures de sécurité. En fait de mesures de sécurité, la population de Mimboman en revendique une nouvelle victime de la série d'agressions perpétrées dans ce quartier de la ville de Yaoundé. C'est une jeune fille qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Les sauveteurs l'ont recueillie dans un état d'inconscience. Marcelin Gangsop. C'est dans cette chambre de fortune que la dernière victime a été découverte dimanche à mi-journée. Encore une jeune fille qui visiblement a été abusée sexuellement avant d'être abandonnée par ses bourreaux. Hier là, on a trouvé une fille ici là, tout nue. Et heureusement, paraît-il, il y a des gens qui ont vu quand on descendait avec elle, elle était déjà même à demi morte sur la moto. Bon, on s'est dit que peut-être elle était malade et tout. Quelques heures après, on la retrouve à demi inconsciente. Oui, tout nu, déshabillé, apparemment avec l'air comme si on l'avait violée. La gendarmerie, la brigade de Mombo, les sapeurs même de Mimboman étaient déjà là. On a transporté la fille, on l'a amenée à l'hôpital. Cette énième découverte a rajouté à la psychose qui s'est emparée des populations depuis que le quartier Mimboman traverse des moments difficiles. Oui, le tabac se fume ici en bas. Ici, là. Dans le ravin ici. Et tous les jours, vous appelez ça quoi? C'est le 117, c'est quoi? Ils viennent là sillonner. Et je ne sais même pas à quoi ils servent, hein, parce qu'ils encouragent même plus. Et ce tabac-là, c'est ça qui amène ces désordres qui est en train de se produire, pas trop là. Parce que quand on est drogué, on fait comment? On est obligé de faire n'importe quoi. Les hommes en tenue ont pu mettre la main sur quelques suspects. Il y a eu la patrouille dans cette nuit-là. Il y a eu la patrouille. Ils sont venus, ils ont fouillé partout pour détecter les fumeurs, ces fumeurs du chanvre là. Oui, il y a même là, ils sont partis avec 3 personnes, je crois. Oui, 3. Ils sont partis avec 3 personnes. Leur exploitation permettra peut-être de faire la lumière sur ce dernier forfait et éventuellement les autres qui ont précédé.
Et Mimboman, qui attend toujours son commissariat de sécurité publique, l'annonce de la disponibilité d'un local qui va abriter cette structure suscite de l'espoir dans la population, mais il faut encore attendre. En attendant, on se contente de quelques patrouilles inopinées des forces de l'ordre. Une fois encore, Marcelin Gangsop. Depuis quelques jours, des patrouilles mixtes font des va-et-vient au quartier Mimboman. Les pleurs des populations ont enfin rencontré une oreille attentive de la part des autorités de la ville. Tous ces derniers temps, on constate quand même que la police fait son travail, que ce soit la gendarmerie, puisqu'il fait la navette ici à chaque minute. Donc il y a quand même la sécurité qui règne au sein du quartier pour le moment. Ça vous rassure? Ça, c'est bien rassurant par rapport à ce que nous voyons sur le terrain, puisqu'ils sont là de temps en temps. À chaque intervalle de, je crois, 30 à 40 minutes, ils passent là, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Donc c'est à tout moment, ils sont là. C'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Les populations attendent impatiemment l'ouverture d'un commissariat de sécurité publique dans la zone. Selon des informations concordantes, c'est dans ce local qu'il sera installé. Un local situé à un jet de pierre de la chefferie de Mimboman 2, bloc 3. Mais ce n'est que ce que nous voulons, puisque ça fait d'abord la sécurité au sein du quartier. Et ça nous rassure aussi que, bon, dans la logique des choses, lorsqu'ils sont à côté de nous, ça nous fait déjà quand même que certains trucs, ça va beaucoup changer. En fait, l'évolution du quartier, et là, le quartier serait en sécurité, quoi. En attendant l'effectivité de ce commissariat, les populations restent partagées entre désarroi et espoir. L'accalmie n'étant pas encore de retour à Mimboman. Depuis un mois, on vit Mimboman est vraiment aux alertes. On vit mal ici, là. On a peur. On ne sait même pas comment on va sortir. À 18h, on ne peut même pas passer ici, là. Parce que les fumants ont envahi, ils gardent les motos, là. Ce sont les motomans. On ne sait même pas ce qu'ils font ici, là. Oui, on a peur. Ils n'ont pas fini le travail. Braquage à Ecobank dans la ville de Douala, vous vous en souvenez certainement et on en reparle dans ce journal. Les 6 militaires inculpés dans cette affaire ont tous plaidé non coupables. La deuxième audience de ce procès s'est tenue ce jour au tribunal militaire de Bonanjo, c'est dans la ville de Douala. Les 7 personnes civiles incriminées dans ce braquage ont elles aussi clamé leur innocence, tout comme ces hommes en tenue. Elles sont accusées de vol avec détention illégale d'armes de guerre, pillage en bande et assassinat d'au moins 5 personnes. Selon le ministère public, ces présumés braqueurs ont dérobé près de 206 millions de francs CFA. L'affaire a été renvoyée au 25 février prochain. Les parties civiles et les témoins de l'accusation ouvriront les débats pour comprendre, pour voir un peu plus clair dans ce braquage perpétré il y a quelques années dans la localité de Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, qui fait encore parler d'elle. Que deviennent les 4 blessés par balle de cette localité? Vous vous souvenez certainement de l'homme en tenue qui a ouvert le feu sur des élèves du lycée bilingue de Bonabéry il y a quelques jours. Les blessés poursuivent les soins à l'hôpital, seulement leur famille se plaignent d'être abandonnée à elle-même. Aucun soutien des pouvoirs publics. Des détails avec Steve Eboulé et Vincent Bika. Dans cette formation sanitaire de Bonabéry à Douala, ces 2 jeunes gens, ils sont parmi ceux ayant été blessés par balle il y a quelques jours. Pour la radio, il n'y a pas de balle à l'intérieur. Donc, ça va un peu, mais ça fait mal. Le rabat a traversé la peau. Ça fait mal. Ça ne va pas. Et depuis là, ça les parents que ça charge. Depuis de l'accident, c'est pas que ça charge pour les soins. Le jeune Jean Ebongué, élève en classe de 3e au lycée bilingue de Bonabéry, est venu passer d'autres examens médicaux. C'est aussi le cas de son compagnon de circonstance, le jeune Soulé, vendeur de chaussures, encore entre les mains expertes. Depuis le 18 janvier, journée au cours de laquelle ils ont frôlé le pire, les membres de leur famille ont perdu le sommeil dans l'espoir de les remettre sur pied. C'est nous-mêmes qui avions pris charge de notre enfant. L'État vraiment s'en s'occupe pas. Et tout ça, ça m'énerve parce que si je perdais mon fils, vraiment, ça n'allait pas être à ce niveau. Mais grâce à Dieu, je l'ai. Donc, vraiment, l'État devrait voir sur ce côté. Parce que tous les dépenses, ça sort de la famille. C'est vraiment énorme, puisque depuis vendredi que nous sommes en train de faire sortir de l'argent, vraiment,
Après, on dira que c'est l'État et non, c'est alors que c'est nous. Il déclare supporter les charges tout seul, pas un quelconque soutien, même ne serait-ce qu'un simple coup de fil de l'homme en tenue, auteur de cet incident, lequel incident a failli virer au gramme. Et ce mouvement d'humeur observé par des élèves du lycée bilingue de Tchang, nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. Les apprenants ont paralysé les activités dans cet établissement scolaire à la suite du décès de leur camarade de classe tombé pendant une séance de corvée. Les infortunés accusent le surveillant général de cet établissement scolaire d'être à l'origine de la mort de Steve Sobze. Des détails avec l'éclair Tchaken et Sandrine Babo. Tout serait parti d'une punition infligée à Steph Agrien Sobze Tambou et ses camarades par Émile Temgwa, dit Calvo, surveillant le secteur au lycée bilingue de Tchang. Motif, absence à la levée des couleurs. Lundi passé, on devait chanter, on n'a pas pu chanter puisque on est arrivé en retard. La punition de 2 jours consistait à creuser une canalisation d'eau dans l'école. Une corvée difficile pour cet élève de 19 ans en classe de Form 5 qu'on disait déjà malade. Il a creusé le trou, ça l'a épuisé. Il est rentré mardi, mais on l'a évacué à l'hôpital. Quand il quittait le lycée, il ne se sentait pas bien. Mais on exclut les élèves définitivement, ils partent rester chez eux. Ou on les donne 6 jours, ils restent chez eux. On les demande plus de creuser les trous. On les demande plus de creuser les trous ici au lycée. Parce que certains de nous sont malades et quand ils présentent le canet, on se dit qu'ils sont partis fabriquer le canet et on refuse de les croire. De retour à la maison, éprouvé par les travaux, le jeune élève ne se remettra pas. Il décède quelques heures après à l'hôpital. La nouvelle de sa mort va révolter ses camarades qui vont dès lors initier un mouvement d'humeur au lycée bilingue de Tchang. Armés de goudins, de pioches, lattes, ils étaient déterminés à en découdre avec Calvo, le surveillant qu'ils rendent responsable de la mort de leur ami. Même la descente de l'autorité administrative du département de la Menoire et les explications du père du défunt sur la cause exacte du décès de son fils ne va rien changer à la colère des apprenants. Il s'agit de mon enfant, c'est moi qui l'ai lavé ce matin pour l'habiller. L'enfant était suffisamment malade. Tu veux qu'il parte, on l'a mené à l'hôpital. L'enfant, il est mort à cause d'une maladie qui dit que l'enfant est SS. Et les enfants SS ne débordent pas 15 ans. Ce n'est pas à cause du travail. Je voudrais pas vous enlever ça de la tête. 5 blessés, dont 3 élèves, sont admis à l'hôpital de district de Tchang. Le mis en cause, le nommé Temgwa, sera conduit à la brigade pour besoin d'enquête. Steph Agrien Sobze Tambou a été inhumé en fin de semaine. Pour l'heure, les cours ont repris timidement au lycée bilingue de Tchang. Et maintenant, chez les plus grands dans les universités d'État du Cameroun, les enseignants ont renoué avec les cours depuis ce matin, après un débrayage qui a duré environ 4 jours. Le syndicat national des enseignants du supérieur dit attendre toujours que le paiement de la location spéciale pour la modernisation de la recherche soit effectif pour tous les formateurs. Des détails avec Étienne Pascal Azegué. Après plusieurs jours de débrayage, les enseignants du supérieur ont repris le chemin des amphis ce 21 janvier 2013. Cette reprise de cours n'est pas synonyme de la levée du mot d'ordre de grève, d'après le secrétaire général du syndicat national des enseignants du supérieur. Le professeur Alexis Teguia, joint au téléphone, reconnaît que le paiement de la prime d'allocution spéciale pour la recherche est effectif. Il précise par contre que le mot d'ordre de grève sera levé quand tous les enseignants du supérieur rentreront dans leurs droits. C'est ce même langage que tient Dr Jeannette Wunke, joint également au téléphone. Elle reconnaît que la prime a été versée dans son compte. Le syndicat national des enseignants du supérieur a observé à compter du 16 jusqu'au 19 janvier dernier un arrêt d'enseignement et d'évaluation dans les 6 universités d'État du Cameroun. Il tenait à travers ce mouvement d'humeur obtenir l'appurement de la 3e tranche de la prime pour la recherche correspondant au dernier trimestre 2012. Changement climatique, l'expression est bien connue des populations, mais seulement les conséquences négatives sur l'environnement sont quasiment ignorées de plusieurs. Et pourtant, il en existe, l'impact est perceptible sur les ressources naturelles. Yannick Mbazo. Le Cameroun, comme d'autres pays dans le monde, subit les effets néfastes des gaz à effet de serre. Plusieurs facteurs directs et indirects promeuvent ce phénomène. Et cette augmentation de la concentration de carbone dans l'atmosphère est due à un certain nombre d'activités anthropiques et d'activités naturelles. Nous avons
l'industrie du charbon particulièrement. Nous avons l'aviation et nous avons la déforestation et la dégradation des forêts. Les conséquences de ces changements climatiques sont fort visibles. Surtout qu'elles touchent tous les secteurs socio-économiques. L'impact du réchauffement climatique peut être négatif, aussi bien sur les ressources forestières que les ressources économiques. L'économie de nombreux pays est basée sur les ressources naturelles telles que les forêts, telles que la faune, telles que l'agriculture. Situation d'autant plus préoccupante que la vulnérabilité des populations, dont la majorité est étroitement liée aux ressources naturelles, est aujourd'hui privée. Certes, les efforts sont en train d'être menés par les pouvoirs publics avec les moultes accords et conventions signés afin de lutter contre les changements par la migration des gaz à effet de serre, mais beaucoup reste à faire. Il s'agit pour tous les acteurs, dont les communautés locales, l'administration et le secteur privé, d'adopter des méthodes de gestion des forêts qui favorisent la régénération de la forêt, des méthodes de gestion qui protègent l'environnement forestier et des modes d'occupation des sols qui permettent à la forêt de subsister et de demeurer de manière durable. L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre reste donc une réponse efficace pour freiner la tendance de l'augmentation de ces gaz. Et en politique, comment booster les inscriptions sur les listes électorales? L'équation est sur la table d'Elections Cameroun qui accentue son déploiement sur le terrain à quelques jours seulement de la clôture de cette opération. L'organe dissémine ses kits à travers la ville de Douala. Il a déposé ses valises ce matin au carrefour de Koti, au lieu dit guichet unique. C'est à Bonanjor, dans la capitale économique du pays. Flore Tanko Bensi. Elecam est désormais aux trousses des électeurs. Andokoti, dans une approche de sensibilisation, les agents Elecam invitent les passants à se faire inscrire sur les listes électorales. Attention, attention, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. En 5 minutes, vous pouvez vous inscrire. L'animation attire des curieux. Parmi eux, quelques-uns s'inscrivent. Comme je suis à Douala premier, je fais mes activités à Andokoti. Donc je n'ai pas eu le temps, je rentre toujours dans la soirée. Et c'est fermé. Bon, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité comme ils sont en Ndokoti. L'ambiance vécue en Ndokoti n'est pas la même à Bonanjo. Ici, au lieu du guichet unique, même sans la sonorisation, des potentiels électeurs issus des 5 des 6 arrondissements du département du Vouri se font inscrire. Je suis à Brazzaville. J'habite le lycée de Brazzaville. Mais mon emploi, mon bureau, c'est ici à Bonanjo. Donc, c'est pour ça que je vais m'inscrire ici à Bonanjo. Oui, je me suis inscrit. Ils m'ont demandé juste ma carte et ils m'ont filmé. Ça a été très rapide. Seulement 32% d'électeurs sont déjà enrôlés dans le département du Vouri, a constaté Thomas Edjakimbonda il y a quelques jours. Le président de la commission d'Elecam pour le littoral prescrivait alors à tous les acteurs du processus électoral une mobilisation tous azimuts pour les inscriptions biométriques. Nous avons eu samedi et dimanche des inscriptions spéciales au niveau de Daido. Nous avons eu des inscriptions avec l'ANDP au niveau de Douala 2e. Nous avons quelques exemples comme ça d'acteurs qui commencent à se bouger et nous pensons que si cela continue, nos objectifs, nous nous en rapprocherons de plus en plus. Malgré ce déploiement spectaculaire de Elecam dans les artères de la ville de Douala, des observateurs s'interrogent sur la capacité de l'organe à atteindre les objectifs avant le 28 février prochain, date de limite des inscriptions sur les listes électorales. Et du sport football pour refermer la première partie de ce journal en 2 escales. D'abord, la controverse autour de la chanson de West Madiko retenue comme hymne officiel de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Afrique du Sud s'est prolongée à la cérémonie d'ouverture de la campagne sud-africaine le 19 janvier dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse dans ce reportage signé Pierre Laverdu-Rombang. West Madiko et Zara Universe absents de la cérémonie d'ouverture de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les 2 artistes avaient pourtant été choisis pour la réalisation de l'hymne officiel de la prestigieuse compétition africaine.
Les interprètes ont donc été absents de la cérémonie d'ouverture. Selon toute vraisemblance, les conciliabules avec la maison de production On Spot et l'artiste camerounais West Madiko n'ont pas jusque-là abouti. Le fait est inédit et la polémique qui a entouré l'hymne officiel de cette 29e Coupe d'Afrique des Nations s'est prolongée jusqu'à la cérémonie d'ouverture. On se souvient qu'à quelques jours du début de la grand-messe, West Madiko et Zara Universe, par médias interposés, se disputaient la paternité de la chanson C'est là, et au finish, aucun des deux artistes n'a été aperçu à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le jeu tourbe et instigateur de la brouille entre les deux interprètes, un certain Golais, ex-manager de West Madiko, qui a, selon les dires de la superstar camerounaise, scanné sa signature et contacté Sport 5 pour lui présenter le projet. Une mascarade dans laquelle se retrouve un autre Camerounais de nationalité américaine et représentant de On Spot, maison de production. Zara Universe et West Madiko se disputent jusqu'ici et à la lecture de tout, on est bien loin de voir le roi de la forêt et la princesse blanche à la cérémonie de fermeture de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Afrique du Sud, car le différend perdure sur la répartition des droits de cette chanson. Et madame, monsieur, que faites-vous en cette période? À chacun ses préférences. Si certains Camerounais se disent peu préoccupés par la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment en Afrique du Sud, d'autres par contre portent leur choix sur des sélections engagées dans cette compétition. Une consolation à la non-participation des Lions du Cameroun à cette CAN. Dites-vous, Marcelin Gangsop. Quoi. Et quand ils ne sont pas là à la Coupe, ça ne vaut pas la peine vraiment. Moi, je ne m'intéresse pas, je ne regarde même pas, je ne veux même pas savoir comment ça se passe là-bas. Depuis 2010 qu'on a envoyé les Camerounais. Et là, j'étais à Kribi, on a pleuré à la maison depuis ce temps-là. Ça m'a découragé. Même pour regarder pour rien comme ça, je ne m'intéresse plus. Mais il y a ceux qui sont restés fair play, malgré tout. Ceux-là, bien nombreux, ont même jeté leur dévolu sur certains pays qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. J'ai mise bien sur le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est mes deux équipes que je supporte. Mais favori Côte d'Ivoire. Bon, je supporte plus le Ghana. Les raisons de leur choix sont multiples. Je supporte la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays où il y a trop de troubles et je me dis qu'avec la Coupe d'Afrique chez eux, ça va faire du bien, ça va peut-être mettre le calme dans le pays. C'est pour le Cap-Vert cette année parce que vraiment c'est une équipe, c'est une révélation pour l'Afrique. Ils sont jeunes et il faut qu'ils prouvent qu'ils sont jeunes et c'est la meilleure équipe là-bas pour l'instant. Donc je leur promets le trophée. Je préfère que le Cap-Vert puisse remporter cette année. Je souhaite aussi que Cap-Vert qu'ils aillent en finale. C'est pas n'importe qui élimine les Lions. Je crois que franchement, ils ont fait la finale. Ont-ils fait le bon choix en s'alignant derrière le Ghana, la Côte d'Ivoire ou le Cap-Vert? Réponse au soir du 10 février, lors de la remise du trophée au pays vainqueur de cette CAN sud-africaine. Madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Nous revenons sur l'approche JAR au Cameroun. Entre le concept et la pratique, y a-t-il un écart? Nous recevons sur ce plateau une militante de l'approche JAR, Élise Pokossi Doumbé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de la commune d'arrondissement de la 5e, mais surtout votre cause pour la promotion du JAR au Cameroun, votre militantisme pour la promotion du JAR au Cameroun est connu. La question centrale, est-ce que entre le concept et la pratique dans notre pays, y a-t-il un écart? Mais je m'en voudrais si jamais je ne vous interpellais pas sur le reportage que nous avons diffusé tout à l'heure dans la première partie de ce journal sur la série d'agressions qui est enregistré à Mimboman, un quartier de la ville de Yaoundé, et les principales cibles, c'est des filles. Est-ce que cela vous suggère un commentaire? En fait, quand je regardais le journal tout à l'heure, j'étais un peu, comment je peux dire ça, surprise, mais en même temps triste, parce que je me suis rendu compte que notre société est de plus en plus violente. Et malheureusement, ces violences tombent sur des jeunes filles.
Et ma foi, ça fait encore partie de l'agression sur les filles, donc la violence faite aux femmes. Et je me rends compte que la jeune fille, mais la femme est fragilisée et il faudrait regarder ça de près parce que évidemment il y a aussi les hommes qui sont agressés, il faut le dire. Il n'y a pas que la jeune fille, mais la jeune fille est de plus en plus fragilisée et ça c'est vraiment encore une fois les violences que nous subissons à tous les niveaux et c'est dommage. Dans tous les cas, je suppose que votre combat y trouve son fondement. Est-ce qu'il faut faire une différence entre la promotion du genre et le combat sur la parité? Non, pas du tout. En fait, pour moi, pour nous, la parité, c'est un processus. Quand on parle de promotion genre, et vous savez, il y a, en fin de semaine dernière, nous avons organisé un débat sur le leadership féminin. Et le leadership féminin, ça veut dire que la femme, au jour d'aujourd'hui, a tous les atouts. Il y a 52% de femmes au Cameroun. La femme a montré sa capacité à organiser, à s'investir. Elle a même prouvé qu'elle a les mêmes capacités intellectuelles que l'homme. Mais force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'occupe pas la place qu'elle devait occuper dans les sphères de décision de la société. Donc cela provient, je pense, d'un manque d'organisation. Au Cameroun, aujourd'hui, il n'y a pas un lobby fort féminin et c'est dans ce sens que nous avons donc créé cette association avec un certain nombre de femmes parité pour former, informer, rassembler les femmes en vue de réussir la parité dans toutes les sphères de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons amener les femmes à une prise de conscience. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les femmes ne prennent pas conscience de leurs valeurs? Est-ce qu'il faut absolument taper sur les femmes ou alors c'est tout un système d'éducation, c'est tout un système d'administration qu'il faut remettre en cause? Non, les femmes sont conscientes de leurs valeurs, mais nous trouvons que les femmes ne sont pas suffisamment organisées. C'est-à-dire, la femme, disons, n'est pas consciente du poids. La femme n'est pas consciente qu'elle peut influer dans la marche des affaires. Et cela provient, vous faites bien de me poser la question de, je dirais pas la société machiste, mais je vais dire que ça vient de très loin parce que ça provient de notre éducation, ça provient de la structure même sociale. Je vais vous donner un exemple. Quand on veut un responsable pour dans une société, etc., on pensera jamais, on ne pensera pas facilement à un être humain. Quand je dis être humain, ça veut dire un homme avec un grand H. On ira chercher dans un village des hommes capables d'occuper ce poste. Eh bien, ce que nous recherchons, c'est que la femme ait suffisamment de visibilité pour qu'elle compte. C'est-à-dire, quand on veut un être, qu'on prenne un être humain, et d'abord, nous ne parlons pas égalité, nous parlons complémentarité. Il faut que nous sachions que l'homme et la femme sont complémentaires. Évidemment, égalité, ben, ça vient, mais c'est la complémentarité parce que ils ont les mêmes capacités, mais la femme a sa sensibilité propre et une femme responsable, je m'excuse de vous le dire, donne le meilleur d'elle-même. Et vous avez... Ce n'est pas la compétence qui manque, c'est peut-être on note l'inexistence des cadres formels où se recruteraient des femmes capables d'assumer des fonctions aussi comme celles que les hommes assument. En fait, comment je peux qualifier ça? C'est un problème d'organisation et surtout un problème de société même. Parce qu'on pense plus facilement à un homme qu'à une femme. Et les hommes ont une attitude de leader que les femmes n'ont pas toujours. Moi, vous savez, ça fait 5 ans que notre association existe et on a pris la peine d'étudier, de regarder, d'interroger les femmes. Surtout, on travaille avec les groupes socio-professionnels, les avocats, les médecins, etc. On discute avec beaucoup de femmes. On s'est rendu compte que la femme travaille, fait son travail, mais parfois, elle n'ose pas. Elle n'ose pas s'avancer. Et là, à la veille justement des élections municipales et législatives, on voudrait que la femme puisse s'imposer, surtout sur les listes électorales, pour qu'elle puisse prendre le plus de mérite possible. D'ailleurs, le code électoral prévoit l'approche genre. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que
toute cette politique nationale autour de la promotion de la POJA reste lettre morte au Cameroun, parce qu'il y a toute une batterie de lois, il y a toute une batterie de conventions auxquelles le Cameroun a souscrit, mais qui ne trouvent pas un véritable terrain d'application. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est ça justement notre combat. Parce que quand nous disons que notre loi, notre constitution donne les mêmes droits à la femme et qu'à l'homme, quand nous disons que le Cameroun a ratifié tous les traités possibles et imaginables qui facilitent la promotion de la femme, quand on voit l'appui de ONU Femmes et on se rend compte que la femme aujourd'hui n'arrive toujours pas à émerger, ça prouve que la femme, enfin à mon avis, n'est pas suffisamment organisée pour imposer, disons, comment dire, pour s'imposer dans la société. Et c'est ça notre combat, c'est-à-dire organiser la femme de telle sorte qu'elle puisse faire changer les choses. Est-ce que vous pensez donc que la fracture est évidente au Cameroun entre le concept et puis son application du genre? Oui, la fracture est évidente puisqu'il n'y a pas de suivi. Il faut qu'il y ait un certain suivi. C'est pour ça d'ailleurs que nous préconisons, par exemple, la création de l'Observatoire des droits de la femme pour permettre justement cet observatoire serait peut-être en quelque sorte comme le gendarme qui veillerait à l'application des textes, qui veillerait à l'application de tous les textes qui ont été ratifiés par le Cameroun. Cela veut dire que vous revenez donc à la domestication, à la domestication d'un véritable cadre juridique qui permettrait justement l'émergence ou alors la promotion du genre. En fait, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, mais nous voulons tout simplement que les textes soient respectés. Et ça, c'est très important parce qu'on a beau avoir tous les cadres juridiques, on a beau prendre toutes les précautions pour avoir justement les textes qui protègent, disons, les droits de la femme. Si ces droits ne sont pas appliqués, c'est qu'on n'a rien fait. Et nous voudrions donc que la femme soit suffisamment vigilante. C'est ça la vigilance. Cela veut dire que dans la chaîne de responsabilité, et ça c'est la dernière préoccupation, on frapperait beaucoup plus sur qui? Le système en place, le régime en place, ou alors les femmes elles-mêmes? Pas la femme, parce que je voudrais vous dire qu'il y a une volonté politique, parce que le chef de l'État, dans tous ses discours, parle de la promotion de la femme. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, il s'agit pour nous d'être vigilantes et de faire appliquer toutes ces dispositions, que ce soit au niveau de la loi, au niveau du gouvernement, au niveau des instances internationales. C'est à nous d'être suffisamment vigilantes. Voilà. Merci Élise Pokossi Doumbé d'avoir accepté ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À demain, 20h. Bonsoir. Bonsoir, prévision météorologique du mardi. Dans la région de l'extrême nord à Maroua, les températures iront de 21 à 31 degrés. Le ciel sera nuageux toute la journée. À l'est du pays, à Garoua-Boula, les températures iront de 19 à 34 degrés. Le ciel sera en partie nuageux toute la journée. Dans le nord-ouest, à Bamenda, 21 degrés minimum, 31 degrés maximum. Un ciel nuageux observé en mi-journée, très voilé en soirée et couvert en début de matinée. Dans le sud du pays, à Kribi, les températures iront progressivement de 25 à 31 degrés. Le ciel sera nuageux toute la journée. À l'ouest du pays, à Fumban, 14 degrés minimum, 28 degrés maximum.